Parfait. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre présence. Pour certains sont en vacances, d'autres qui le seront bientôt. Mais on sait que le sujet est en pleine actualité pour nous tous, et c'est un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence. Donc, bien entendu, la présentation va être faite de manière la plus rapide et la plus complète possible. Je tiens à remercier l'ensemble des organisations professionnelles qui ont collaboré à cette enquête. Je citerai Andes, Andis, Cosmos, CIDEL, GGCS, Union Sport et Cycle, SNELAC, Sport et Territoire, en sachant que c'est un travail qu'on a mené depuis quelques temps maintenant. Donc, la première restitution de la première enquête date du 28 février, puis ensuite le 7 avril, ensuite le 23 juin et aujourd'hui le 21 juillet. On a voulu proposer une enquête qui, dans un premier temps, faisait un point sur l'ensemble des besoins en matière de ressources humaines, le déficit de maîtres nageurs dans les piscines, hein, c'était un petit peu le sujet d'actualité. Et le résultat de la deuxième enquête, donc celle-ci, où on est allé un petit peu plus loin avec aussi un point concernant la problématique de l'explosion énergétique aujourd'hui, du coût de l'énergie et l'impact sur le fonctionnement des piscines. Donc cette enquête-là se doit de faire une restitution la plus objective possible sur les constats du terrain. Alors, on a entendu de nombreuses fois qu'il y avait un déficit de 5000 maîtres nageurs en France. On est toujours un petit peu interrogatif par rapport à la provenance de ce chiffre-là. On est plus, nous, sur un pourcentage. On sait, d'après les enquêtes qui ont été effectuées sur le terrain, qu'il y a entre 12 à 12% de postes vacants dans nos piscines actuellement. Donc, dans la continuité de cette enquête-là, on a voulu mettre à profit cette enquête pour mesurer l'impact aussi de l'envolée du coût d'énergie. Donc, il y aura deux points abordés lors de cette restitution-là. Alors, on a questionné, bien entendu, les acteurs principaux publics et privés, en sachant qu'il y a environ 85% des répondants provenant de la sphère publique. Alors, ça correspond aussi à ce qu'on rencontre dans la réalité des piscines, hein. Il y a environ 90% des piscines gérées par les collectivités et 10% soit en DSP, soit par des structures privées. Donc, le questionnaire comportait 57 questions. Et donc, on a eu un recueil de données qui a été effectué entre le 3 mai et le 10 juillet, l'analyse de la première partie entre le 11 et le 19 juin, et la deuxième partie, plus aspect en relation avec les énergies, entre le 11 et le 17 juillet. Donc, une restitution partielle lors de la journée de la prévention des noyades le 23 juin, très courte et très rapide, et la deuxième restitution plus complète aujourd'hui, en sachant qu'il y aura le replay et le document PowerPoint pourra être retransmis à ceux qui le désirent. La cartographie qui représente la répartition des réponses exploitées en totalité ou partiellement, parce que tout le monde n'a pas répondu à toutes les questions. Donc, on a une répartition assez homogène sur le territoire. Une répartition aussi par type de répondants, entre les répondants en régie, ceux qui étaient en DSP, ceux qui étaient en structure privée. Donc, une répartition sur l'ensemble du territoire. Donc, la première partie de la restitution va concerner plus les aspects ressources humaines dans les piscines. Donc, à la question posée sur le statut des employés permanents, on a donc 51% de représentants de la fonction publique territoriale, soit en stagiaire, soit en titulaire. Alors, ça correspond aussi, bien entendu, au fait que près de 85% des répondants étaient de la sphère publique. En ce qui concerne les gestionnaires privés hors DSP, on a beaucoup plus de contractuels parce qu'il y a aussi beaucoup d'installations qui fonctionnent qu'en saison d'été, ce qui justifie aussi la forte proportion de contractuels. Les activités des MNS, on s'aperçoit qu'en très grande majorité, jusqu'à 99,5%, les maîtres nageurs exercent des activités de surveillance.
mais aussi des activités aquaformes, s'occupent à 91,5% de l'école de natation, à 88,5% encadrent d'autres activités aquatiques. Par contre, que 33% ont suivi la formation aisance aquatique. À la question posée sur l'autorisation de cumul d'emploi, on s'aperçoit que pour les régies, en majorité, c'est quelque chose qui est admis et autorisé. Donc, entre les 47% plus les 26% en partie, on est donc majoritairement dans ce cas-là. Par contre, dans le cas des gestionnaires privés, hors DSP, c'est la majorité négative, donc 56% des maîtres nageurs qui n'ont pas d'autorisation cumulée d'emploi. Est-ce que vos maîtres nageurs exercent une activité pour les enfants? Oui, en très grande majorité. En tant qu'exploitant, est-ce qu'on propose aux enfants des activités telles que des cours, des stages pendant les périodes scolaires ou pendant les vacances scolaires? On s'aperçoit qu'effectivement, un fort taux positif, donc à 80 ou 81%. Par contre, que 31% pour les activités de type aisance aquatique ou classe bleue, ce qui rejoint aussi la slide précédente qui faisait état de 33% de personnel MNS qui avait suivi la formation aisance aquatique. Donc, bien entendu, s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'activité proposée par le gestionnaire ou l'exploitant. Hop. Un petit bug. Voilà. Okay. À la question posée sur les cours de particules et natation, on s'aperçoit que là aussi, majoritairement, c'est le cas, donc 59% donnent des cours particuliers de natation. Quelques éléments de précision sur les cours de natation donnés par les maîtres nageurs. Donc là, on s'aperçoit que 44% des maîtres nageurs donnent des cours en dehors de leurs heures de service, contre seulement 7,9% pendant leurs heures de service. 39% ont le statut d'auto-entrepreneur pour ces activités-là. Dans 36% des cas, les cours sont donnés par les MNS titulaires de la fonction publique ou en CDI. Dans 26% par des MNS en CDD. Et dans 3% des cas, donc la dernière ligne, les cours de natation s'effectuent lors d'heures complémentaires ou supplémentaires. Donc, ce n'est pas inintéressant aussi de voir ces disparités de la façon dont les cours de natation sont donnés par les maîtres nageurs. Quelles sont les difficultés de recrutement de personnel de surveillance et quelles raisons en serait la cause? Donc, les 4 points importants concernent, on le sait aussi, les salaires. Donc, effectivement, à 31%, c'est cet élément-là qui est arrivé en tête. Le fait aussi de travailler en horaire décalé. L'horaire décalé, c'est aussi bien en journée que travailler le week-end. La concurrence avec d'autres équipements ou la situation géographique du lieu dans lequel exerce le maître nageur. Mais aussi le fait qu'il y ait parfois des activités événementielles, donc des soirées et qui sont proposées aux maîtres nageurs et pour lesquelles certains estiment que ça ne fait pas partie de leur métier. Le fait aussi que ce soit des emplois en CDD, la durée de dérogation des maîtres nageurs ou la proximité d'un autre pays. Donc, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. La durée de vacances d'un poste maître nageur, c'est-à-dire que le temps pendant lequel le poste n'est pas pourvu, on s'aperçoit qu'à 55% des cas, il faut attendre au moins 6 mois, donc que ce soit pour un poste de MNS ou pour un poste de BNSSA à 52%. Donc, on a du mal à pourvoir un poste qui est vacant. Alors, tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait entre 10 à 12% de postes vacants aujourd'hui dans nos piscines, effectivement, c'est un point important. Par contre, on ne sait pas exactement combien de maîtres nageurs exercent dans les piscines. On a du mal à avoir un chiffre national parce que tous les maîtres nageurs titulaires d'une carte professionnelle n'exercent pas aujourd'hui et d'autant plus avec l'impact de la pandémie sur le métier.
Donc, différentes propositions. Alors, en ce qui concerne le point A, donc les salaires, donc l'idée, c'est de trouver une sorte d'harmonisation des salaires entre les différents équipements du territoire. On s'aperçoit que dans les différentes réponses qu'il y a eu, le seuil de recrutement, le seuil financier de recrutement n'est pas le même dans le territoire. Alors, en plus, sphère publique ou sphère privée, il y a des disparités. Donc, l'idée, c'est de trouver une sorte de fourchette acceptable, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, que pour les agents. Donc, c'est un travail qui pourra être mené. Valoriser ensuite les missions d'enseignement et d'encadrement effectuées par les maîtres nageurs, parce que c'est le cœur de leur métier. Hein. Donc, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Donc, il faut trouver une solution pour valoriser ces missions-là. Pour les leçons de natation, tout à l'heure, vous avez vu la disparité des solutions qui sont proposées. Il faut aussi trouver, uniformiser les propositions qui sont donc proposées aux maîtres nageurs. Donc, parfois, le maître nageur doit louer une ligne d'eau, parfois ce n'est pas le cas. Donc, il faut essayer de trouver une charte de fonctionnement qui soit assez homogène sur le territoire et mettre en place aussi des conditions de développement de cette activité d'indépendant en facilitant, on va dire, le cumul d'emploi, les temps partiels permettant aussi de cumuler statut salarié et statut d'indépendant, parce que dans la fonction publique, il faut avoir un temps complet ou un temps partiel plutôt pour pouvoir autoriser le cumul d'emploi, et proposer donc des tarifs de location qui soient cohérents, de telle sorte à ce que ça facilite l'apprentissage et que ce ne soit pas non plus un frein, parce qu'il y a quand même une mission de service public derrière l'apprentissage de la natation sur lequel on doit aussi marquer ce point-là. Le deuxième sujet concernant les horaires décalés, donc c'est vrai qu'une demande de dérogation simplifiée pour autoriser les BNSSA à surveiller les baignades d'accès payant en autonomie, permettant donc au MNS de se recentrer sur les missions d'enseignement en semaine. Donc c'est vrai que dans les remarques portées par les maîtres nageurs, c'était aussi le fait de travailler les week-ends, qu'il y avait cette contrainte-là. Donc le fait de favoriser au BNSSA la surveillance peut permettre de recentrer donc les maîtres nageurs sur un travail du lundi au vendredi pendant le temps scolaire pour libérer ensuite des créneaux en sorte que les maîtres nageurs soient centrés sur la semaine et les BNSSA sur une activité plutôt de surveillance le week-end. Voilà, donc la durée d'autorisation aussi pour les BNSSA, donc 1 an renouvelable au lieu de 4 mois non renouvelables comme actuellement. Au niveau de la formation aussi, donc on a eu de nombreuses remarques à ce sujet-là, de telle sorte à ce qu'on puisse faciliter l'accès aux formations donnant le titre de MNS, inciter et accompagner les BNSSA pour les aider à obtenir le titre de MNS, parce qu'un BNSSA aujourd'hui a un profil, on va dire, plus de jeunes étudiants. Ce métier-là est plus perçu comme un complément ou une aide financière lui permettant de mener ses études dans le cours de l'année. Mais tous les BNSSA ne sont pas tous orientés vers uniquement ce job d'été. Donc certains qui se découvrent aussi une fibre de surveillance et une fibre autour de l'activité aquatique peuvent aussi rejoindre l'ensemble des maîtres nageurs en poste sur l'ensemble des piscines. Donc une façon aussi de les accompagner et de déceler chez eux cette vocation-là, cette fibre-là. Proposer ensuite dans la formation BNSSA une alternance professionnelle et un accompagnement tutoré par un maître nageur, donc un professionnel, un maître nageur expérimenté qui peut aussi partager son expérience auprès d'un jeune BNSSA qui, lui, découvre ce métier et qui a besoin d'être sécurisé, et qui a besoin d'apprendre les rudiments de ce métier. Le maître nageur, ce n'est pas, comme parfois en caricature, une personne bronzée qui se met de la crème solaire et assise sur une chaise. Donc, il y a un réel métier qu'il faut valoriser. Impliquer aussi les collectivités dans le financement des formations BNSSA ou BPGEPS-AM. Donc, on l'a vu de plus en plus dernièrement, où certaines collectivités financent la formation BNSSA ou BPGEPS. En échange de ça, on demande aux jeunes ou moins jeunes de travailler pour le compte de la collectivité pendant 1, 2 ou 3 saisons, de telle sorte à ce qu'on soit sur un recrutement local et que le frein financier ne s'en soit pas un.
Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a vu de plus en plus régulièrement voir le jour. C'est une profession méconnue. Donc, effectivement, cette image-là, elle est caricaturale, l'image que je vous citais tout à l'heure. Donc, il faut essayer de favoriser l'accès au titre de MNS. On a des lieux de recrutement possibles aujourd'hui auprès des UFR-STAPS qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et dans lequel on rencontre un public de pratiquants sportifs qui n'ont pas tous effectivement la fibre aquatique, mais qui en même temps sont tous intéressés par la pratique sportive et qui peuvent, pour certains, qu'on peut amener à obtenir ce diplôme de BNSSA, dans un premier temps, pourraient être incités à rejoindre la cohorte de BPGEPS AM parce qu'on a un réel besoin sur tout le territoire et on a très peu de lieux dans lesquels cette formation peut être exercée. Parce qu'effectivement, ce sont des UFR-SAP, effectivement, ça peut être au niveau des CREPS, avec l'aide de certains organismes de formation, mais on a besoin de recruter, on a besoin de trouver le vivier des futurs candidats BPGEPS et des futurs maîtres nageurs de demain. Donc l'UFR-SAP pourrait être un lieu important et certains doyens d'université travaillent sur des formations en interne, sur des DU. Donc il y a aujourd'hui une appropriation de cette problématique-là au sein des universités, des UFR-STAPS. Donc on va creuser ça avec l'ensemble de nos partenaires aussi. Revoir les prérequis d'accès, donc adapter les tests d'entrée en incluant le BNSSA dans la formation. Donc ça aussi, c'est une façon de faciliter l'accès de la formation de TGEPS. Favoriser aussi la formation continue, de telle sorte à ce que les maîtres nageurs qui exercent depuis des années, soit en permanence ou soit mis un petit peu en formation continue et régulièrement, de telle sorte qu'ils puissent aussi voir une évolution de carrière de manière un petit peu plus pertinente, donc les aider à obtenir des compétences supplémentaires, proposer donc cet accompagnement-là sur la construction d'une offre de service en cohérence avec les attentes du public. Effectivement, hein, aujourd'hui, vous le savez tous, être maître nageur, c'est pas uniquement surveiller l'espace aquatique en face de nous, hein, c'est aussi gérer des conflits, c'est aussi jouer un rôle de médiation, c'est jouer un rôle de relation publique, c'est faire la communication, etc. Donc ça devient un métier qui s'est vraiment diversifié. Donc il faut aussi que les maîtres nageurs soient formés pour. Il y a aussi cette profession qui est mal reconnue, hein, donc on parle d'évolution de carrière, donc on démarre en tant que maître nageur et en même temps on peut évoluer en poste de chef de bassin, de responsable d'équipement, avec la mise en place de formations accompagnées sous forme de tutorat. Hein. Effectivement, on ne s'improvise pas responsable d'équipement parce que ça nécessite des notions de gestion, des notions de management d'équipe. Un bon maître nageur n'est pas automatiquement un bon chef de bassin ou un bon responsable d'équipement. Donc, il faut aussi, par contre, les accompagner ou l'accompagner si son envie aussi est présente, bien entendu. Et c'est aussi présenter le métier en le valorisant afin d'attirer des candidats. Certains avaient cité, alors je n'hésite pas à le rementionner, hein, l'exemple de Top Chef pour la restauration ou l'hôtellerie, hein, la restauration. Donc c'est vrai qu'une émission de télé dans laquelle on pourrait valoriser, alors qui pourrait s'appeler le Top MNS, pour être une solution de vulgariser le métier, mais en même temps de montrer sa diversité ou sa difficulté, parce que il n'y a rien de tel aujourd'hui que de présenter le métier et de le présenter dans tous ces aspects. Donc, il faut essayer de présenter, d'expliquer ce que c'est qu'un métier de maître nageur. Mais c'est aussi fidéliser les agents concernés par ce métier-là, de telle sorte à ce qu'on facilite la titularisation pour les agents de la fonction publique territoriale. Donc, c'est sécuriser des emplois, privilégier les embauches aussi en CDI plutôt qu'en CDD. Donc, c'est permettre aussi à ce qu'un maître nageur qui tient ou qui tend à exercer ce métier-là soit incité à se projeter sur du long terme, parce que le métier de maître nageur, c'est aujourd'hui un des rares métiers parmi ceux des éducateurs sportifs qui permettent d'avoir un emploi à plein temps, parce qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin de maître nageur, d'exercer une forte proportion d'heures en journée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres éducateurs sportifs qui encadrent des clubs plutôt en fin de journée, en début de soirée, etc. D'avoir aussi des employeurs prêts à organiser des heures de week-end en rotation. Donc, les employeurs
avec lesquels on a collaboré sont tous unanimes sur le fait que travailler en rotation, on peut essayer de trouver des solutions d'harmonisation. Alors, c'est valable à certains endroits, pas à d'autres. Il y a des maîtres nageurs titulaires qui tiennent à travailler les week-ends, d'autres non. Donc, c'est des choses sur lesquelles les employeurs sont prêts à collaborer, et d'avoir aussi une activité indépendante, hein, quand on parlait des leçons de natation complémentaires, qui permet d'assurer un complément de revenus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre une profession non reconnue, une profession mal reconnue, il y a un gros travail à mener en la matière, de telle sorte à ce que cet aspect-là soit bien pris en compte par le public intéressé, mais aussi par le grand public. Le deuxième point, aujourd'hui, qu'on va aborder, concerne l'impact financier sur l'énergie. Alors, je vais commencer par une petite revue de presse. Alors, aujourd'hui, l'actualité, tous les jours, on a ces points-là, hein, qui sont soulevés. Alors, il y a quelques extraits qui datent d'il y a quelques semaines. Alors, on est en pleine saison d'été aujourd'hui. Donc, dans l'Essonne, une piscine menacée de fermeture pour raisons financières, problématique du coût de l'électricité, l'augmentation du prix du gaz. Alors, on a aussi laissé des fermetures liées à des problématiques d'incivilité ou d'agression verbale, des collectivités qui ferment aussi ou qui baissent les températures de l'eau. Voilà, la hausse de l'énergie, on a aussi des fermetures, on demande à ce que les clubs soient responsabilisés aussi, effectivement, parce que les équipements sportifs sont les équipements les plus énergivores. Donc, on a un réel besoin de se poser un petit peu autour de la table pour essayer de trouver les meilleures solutions pour garder quand même les équipements couverts, tout en faisant en sorte que l'explosion de la facture énergétique n'ait pas un impact fort sur lequel on puisse jouer pour permettre aux installations de rester ouvertes. Donc, on a ces sujets-là qui sont de plus en plus fréquents dans la presse régionale, nationale, à la télé. Donc, on s'aperçoit que ce sujet-là, aujourd'hui, fait partie des deux sujets abordés. C'est le déficit de maîtres nageurs et c'est la problématique de l'énergie qui est mise en avant. Donc, dans l'enquête, on a posé dans les questions celles-ci, on a sollicité une réponse autour des besoins d'aide financière de l'État. Donc, non à 78%, les gestionnaires n'ont pas bénéficié d'aide financière. Mais en même temps, quand on regarde le camembert à droite, on s'aperçoit qu'effectivement, 71% ne vont pas solliciter d'aide. Donc, c'est un petit peu antinomique. On s'aperçoit qu'il y a un besoin d'aide, parce qu'effectivement, il y a un coût, et en même temps, alors, est-ce que c'est dû au fait que les demandes sont complexes à remplir? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une méconnaissance des différentes aides à disposition? Donc, c'est un travail qu'on va mener avec Andes, je pense, assez rapidement, pour qu'on arrive bien à cerner cette problématique-là. Dans les autres questions posées, ça concernait le type d'énergie utilisée pour chauffer l'équipement. On voit que majoritairement, le gaz l'emporte. Donc, quand on suit l'actualité, on voit bien l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement futur de nos piscines. Mais c'est aussi l'électricité, c'est chauffage bois, du chauffage urbain, de l'énergie renouvelable, 12%. Si on va un petit peu plus dans le détail, donc c'était des questions qui étaient posées sur le type d'énergie renouvelable, on s'aperçoit qu'il y a des pompes à chaleur, des chaudières biomasse, des panneaux photovoltaïques, des capteurs solaires thermiques, mais aussi la récupération de chaleur, des échanges thermiques avec une patinoire, de l'énergie fatale issue d'un incinérateur de déchets ménagers. Donc, il y a un tas de solutions aujourd'hui expérimentales ou expérimentées sur le territoire qu'il serait important de partager, parce que ce qui est valable dans une piscine peut l'être dans une autre. Encore faut-il savoir comment ça a été mis en place et quels sont les réels impacts financiers sur la gestion de la piscine. Question posée aussi sur la disponibilité d'espace autour des équipements permettant d'accueillir éventuellement des panneaux. On s'aperçoit qu'en très grande majorité, 61%, on dispose
d'espace disponible à proximité. Dans le cas où il y avait un bassin extérieur, est-ce qu'il y a une couverture thermique? Donc non à majoritairement, donc 65%. Et de la même façon, pas de volonté d'investir dans cet équipement-là. Alors c'est vrai que cet équipement-là de couverture a un certain coût, mais en même temps, il y a un amortissement, en même temps, donc il y a peut-être une réflexion à mener, surtout si ce sont des équipements de type bassin nordique ou de type bassin d'été, parce que même en été aujourd'hui, on a aujourd'hui la canicule, mais la canicule, on ne la connaît pas tous les étés. Quel est l'impact de l'augmentation de la facture énergétique? Alors, dans la majorité des cas, pas d'impact direct aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, hein, parce que l'impact des factures énergétiques, on va la subir au fur et à mesure de l'avancement de la saison d'été et en même temps d'ici la fin de l'année. Donc, on aura certainement un recul plus intéressant au dernier trimestre 2022. Donc, certains d'entre vous, ont déjà effectué une fermeture complète un jour par semaine. Hein. On a plusieurs exemples qui le mentionnent. Aussi, des températures à la baisse de 1 degré dans les bassins sportifs, par exemple, mais aussi dans les bassins nordiques. Supprimer des activités telles que préparation à l'accouchement ou de bébés nageurs, ou fermer partiellement l'accès à certains équipements. Mais certains prévoient aussi de fermer l'accès aux scolaires sur la période de septembre, donc c'est un point sur lequel il va falloir se pencher très très rapidement. Supprimer aussi les cours de natation aux enfants en raison de températures d'eau trop fraîches. Donc là, on se retrouve aussi dans une problématique où on a un déficit d'apprentissage de natation, mais si en même temps on supprime les activités, ça ne va pas dans la bonne direction. L'impact financier est très important, bien entendu, et il y a aussi une réduction du budget de fonctionnement, de telle sorte que ça puisse compenser l'augmentation de la facture énergétique. Mais beaucoup de réflexions en cours aujourd'hui sur des fermetures partielles, des augmentations tarifaires et des fermetures pendant plusieurs mois l'hiver prochain. Alors ça fait l'objet d'un histogramme. Hein. On s'aperçoit qu'une fermeture de votre équipement est-elle envisagée non en saison d'été à 95%, non de manière temporaire à 93,5%, non de manière partielle à 89%, non en saison d'été à 80%, et de manière totale non plus à 88,5%. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir à la fin de la saison d'été ou en fin d'année 2022 si ces données-là ont évolué au fur et à mesure que la saison peut avancer et les factures soient arrivées aussi. Dans la question posée sur la possibilité de diminuer les températures de l'air, alors on a une équivalence, donc oui et non, donc à 50%. Certains l'ont fait, d'autres non. Pour l'eau ou pour l'air, à 57% non pour l'air. Pour les structures, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la canicule, on a plutôt tendance à ouvrir les fenêtres et à essayer de baisser les températures intérieures, mais ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous envisagez une répercussion sur les tarifs? Non pour 43%. Ne sait pas encore aujourd'hui si cette répercussion-là va avoir lieu. Ça peut être différent pour les structures privées ou les DSP aussi, cette analyse-là par rapport aux gérés en régie. Est-ce que la baisse de la consommation énergétique est un enjeu prioritaire pour vous? Oui à 98%, non à 2%. Enfin, en complément de beaucoup de questions posées sur le fait de connaître les pourcentages d'augmentation des frais énergétiques sur les piscines. Donc, beaucoup d'entre vous sont demandeurs d'avoir ce retour précis de ces données-là, de telle sorte à ce qu'ils puissent comparer aussi avec leur propre équipement. Est-ce qu'il y a beaucoup de piscines équipées de systèmes de récupération de chaleur ou équivalent? Est-ce que beaucoup de piscines ont réalisé des diagnostics de performance énergétique? Aujourd'hui, on a la capacité ou les possibilités avec certains outils de maîtriser les coûts horaires, les coûts par ligne d'eau, les coûts par bassin. Donc, il faut aussi utiliser ces outils-là. D'autres nous ont aussi sollicité pour savoir pourquoi on n'avait pas posé des questions relatives à l'usage de l'eau, effectivement. Mais le questionnaire, comme je le disais tout à l'heure, comportait déjà 57 questions.
tout le monde n'a pas répondu à toutes les questions et on pouvait aller encore plus loin que ça. Mais le sujet principal, c'était comment trouver et recenser les bonnes pratiques, à part en lisant la presse ou en utilisant les réseaux. Alors les réseaux de professionnels, hein, nos réseaux Andes, Andis, Asporta, effectivement, on a beaucoup de questions posées par des collègues sur l'identification des bonnes pratiques et surtout le partage de résultats quantifiés et financiers. Des remarques ensuite fréquentes sur la constatation que les coûts ont augmenté, mais ce n'est pas uniquement les salaires, c'est aussi les produits d'entretien, les produits de traitement d'eau, le problème d'approvisionnement des produits de traitement. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps de livraison, il faut en tenir compte. Ne pas mettre en corrélation de manière aussi crue l'aspect financier par rapport au rôle du service public. Hein. Aujourd'hui, on se doit d'apprendre à nager aux enfants, on se doit de réduire les noyades au maximum, donc ça va aussi par l'ouverture des piscines. Malgré le coût, on sait aujourd'hui que les piscines ne sont pas bénéficiaires, il n'y a aucune piscine en France qui l'est. Donc notre objectif, c'est quand même d'essayer de réduire les coûts sans, pour cela, ne pas répondre à cette notion de service public. Il faut aussi convaincre les élus sur les enjeux énergétiques, pas uniquement des enjeux économiques ou des enjeux financiers. Il y a cet aspect énergétique au sens noble du terme sur lequel il faut se pencher, parce qu'une piscine est un lieu énergivore, on le sait. Donc, il y a des fermetures partielles à prévoir. Il y a aussi, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, prioriser la continuité du service public, et certains aussi qui ont proposé que le label qui est mis en place actuellement en Piscine de Demain, qui essaie d'identifier les équipements vertueux, pourrait être une solution pour recenser les lieux dans lesquels on a expérimenté des solutions et surtout dans lesquels il y a des résultats probants pour ensuite les partager à l'ensemble de tous les autres collègues. Donc, ça peut être aussi une solution à creuser donc avec la Piscine de Demain. Voilà, donc en résumé, alors on se donne nous rendez-vous dernier trimestre 2022. Donc on laisse passer la saison d'été pour que la nouvelle équipe au ministère des Sports puisse s'approprier le sujet, en sachant que c'est un sujet qui tous les jours va évoluer. Tous les jours, aujourd'hui, on est ni en première ligne, ni gestionnaire d'installation aquatique. Donc, il ne faut pas non plus baisser la garde, donc être prêt dès la fin de la saison d'été pour tout de suite repartir au travail avec le ministère des Sports, la nouvelle équipe qui est mise en place. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui collaborent avec les organisations d'employeurs, mais aussi les syndicats des maîtres nageurs, parce qu'ils ne sont pas oubliés, ils sont aussi autour de la table et on essaie de partager nos problématiques en commun. Donc nous, à Sporta, on se fait fort d'être, alors je ne vais pas dire harceler parce que c'est un mot qui est un peu fort, mais d'inviter, d'inciter le ministère des Sports et l'ensemble de nos collègues employeurs, mais aussi syndicats des maîtres nageurs, à nous retrouver autour de la même table de partage et d'échange pour qu'on arrive à trouver et au plus vite des solutions à proposer et concernant le déficit des maîtres nageurs qui est l'une des priorités, mais aussi trouver des solutions en tant que gestionnaire de limiter les coûts dans nos installations sportives et aquatiques. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Autrement, à envoyer à sporta.agglomération. Nous, on fera un grand plaisir à les partager au ministère des Sports et à essayer de continuer à collaborer pour que derrière, on arrive à avancer sur ce sujet-là qui dure depuis trop longtemps pour certains, mais en même temps, si on ne continue pas à insister là-dessus, on n'arrivera jamais au bout de ce sujet-là. Voilà. Merci à vous tous. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Oui, je vois que Catherine… Il y a deux personnes qui ont levé la main. Enfin, il y a Catherine qui a levé la main pour prendre la parole. Donc, Oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation fort synthétique et merci à tous pour la collaboration du recensement de réponses à ces différentes questions.
Donc moi, je vais parler au nom de l'ANDES. Par rapport à tout ce qui a été exprimé, moi, je suis très interrogative sur la formation. Je pense que on doit vraiment se pencher sur la formation des maîtres nageurs. Nous avons eu l'occasion avec le président de l'ANDES et le secrétaire général de rencontrer Madame la ministre des Sports. Elle souhaitait nous interroger sur la gouvernance de l'ANS, mais moi j'ai fait toute une partie sur nos problématiques et notamment l'urgence, la fermeture de nos piscines liées à des problèmes de recrutement. Et puis, sur la formation, moi, ce qui m'interroge, c'est cet ensemble, à la fois une vingtaine d'associations, hein, si mes renseignements sont exacts, ou de formation, par exemple, qui interviennent, de formateurs. Ça m'interroge. Et puis, le fait que, est-ce qu'il y a une maquette pour tout le monde? Moi, j'ai l'impression que chacun fait un petit peu dans son coin, je vais dire. Donc ça, pour moi, c'est très interrogatif. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des questions à se poser sur la qualité des intervenants dans les formations. Quels sont leurs diplômes, leurs références, leur expertise. Parce que moi, ce que je sais de ma région laisse à penser que parfois ce n'est pas très solide, je le dis comme ça. Et puis ensuite, très perplexe effectivement sur les solutions qui laisseraient nos élèves, nos jeunes citoyens sans apprentissage de la natation. Voilà. Juste pour conclure, lorsque nous avons rencontré la ministre, elle s'est montrée très, très attentive, elle a pris beaucoup de notes, et une semaine après, nous avons retravaillé avec Cyril et puis 2 membres de son cabinet sur les problématiques que nous avions évoquées. Voilà, je vous remercie beaucoup pour le travail fait. Merci. J'ai Jean Damien qui souhaitait poser des questions aussi. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'avais des questions concernant les 2 aspects de l'enquête. D'une part, les aspects donc emploi et d'autre part énergie. Pour l'emploi, c'est des questions un petit peu de béotien peut-être, hein, mais il est fait état de 7,9% de cours particuliers qui sont donnés pendant les heures de service. Je voulais savoir comment c'était possible que des cours particuliers qui, par définition, ne font pas partie du service, peuvent l'être à ce moment-là. Et puis, y a-t-il un cadre national pour les tarifs de location donc des installations, hein, pour ces cours particuliers? Et puis, je reviendrai peut-être après ces réponses sur les 2 questions sur l'énergie. Je vais peut-être apporter déjà quelques réponses. Donc, cadre national, non, il n'y en a pas. C'est chaque collectivité qui fixe ses tarifs, collectivité ou organisation privée d'ailleurs. Chacun fixe ses tarifs, donc, qui sont extrêmement variables d'un équipement à l'autre. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien de national, on va dire. Après, sur le fait de donner des cours dans les heures de travail, ça dépend comment c'est rémunéré. C'est-à-dire si la piscine encaisse le prix du coût particulier à la caisse et que dans la mission du maître nageur, il y a les cours particuliers, ça peut tout à fait se faire. Hein. C'est tout à fait légal. C'est une activité comme une autre qui est un cours particulier au lieu d'être un cours collectif. L'encaissement se fait par la collectivité. Après, la rémunération du maître nageur, je n'ai pas d'informations sur comment il est rémunéré. Donc là, il faudrait creuser un peu plus ces quelques pourcents de piscines pratique ça. Mais oui, il y a un cadre légal qui permet de le faire. Voilà. D'accord. En ce qui concerne donc la partie énergie, j'ai vu que dans les énergies renouvelables qui sont mises en œuvre, vous mentionnez le gaz qui d'ailleurs est très largement majoritaire. Bon, à ma connaissance, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc ça fausse un peu, je pense, peut-être les résultats. Et la deuxième question, sur l'absence de couverture thermique, est-ce que vous mettez ça en relation, si vous avez des chiffres, sur l'ancienneté, sur la part des équipements tellement anciens qu'à l'époque de leur construction, la couverture thermique n'était pas un sujet pris en compte?
Non, alors pour le deuxième point, effectivement, non, ça faisait partie d'une question un petit peu plus ouverte et directe. C'était lié à la problématique de déperdition énergétique, sans aller plus loin. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a eu 57 questions. Donc la difficulté, c'était d'essayer de condenser pour que ce soit réalisable et saisissable par les responsables d'équipement. Donc on ne voulait pas aller non plus trop loin dans l'ensemble des questions posées. Mais c'est pour ça que ça peut faire l'objet aussi de questions supplémentaires. On a aujourd'hui une base de données et si on veut aller un petit peu plus loin, on peut cibler vers les personnes qui ont répondu sur ces sujets-là pour aller plus loin sur la vétusté du bâtiment ou ses besoins de rénovation. Bien, mais je n'ai plus de questions pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, donc le replay va être mis en ligne très rapidement et puis les slides aussi vont être diffusés voilà, sur le réseau LinkedIn et Asporta aussi. Merci à vous tous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ceux qui vont l'être et ceux qui ne le seront pas, bon courage. Hein. Merci à vous tous en tout cas. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci.